Hugo Boris, vous êtes écrivain, vous avez fait des études de cinéma à l'école Louis Lumière et vous avez été assistant réalisateur. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous enseignez dans une école de cinéma. Vous êtes l'auteur de 5 romans qui explorent des univers toujours très différents. Un astronaute de la station spatiale Mir dans Je n'ai pas dansé depuis longtemps, c'était en 2010. Un huis clos dans une voiture mettant en scène 3 policiers dans Police, c'était en 2016. Et vous-même, donc, votre propre personnage, dans le métro, dans votre dernier livre, Le courage des autres, paru au début de l'année en 2020. On notera tout de même au moins une constante, l'intérêt porté à ces engins, ces moyens de locomotion qui nous font nous déplacer, mais dans lesquels nous évoluons confinés. Je signale que Police a été d'ailleurs adapté au cinéma par Anne Fontaine et devait sortir en mars. Et malheureusement, le confinement a évidemment rendu cette sortie impossible et l'a repoussée. Le courage des autres, votre dernier roman, rassemble des fragments, des scènes observées, glanées et herborisées, c'est votre terme, sous forme de notes prises sur des bouts de papier, des notes et des bouts de papier que vous aviez conservés, non pas dans un herbier, mais dans une grande enveloppe. C'est en tombant sur cette enveloppe, 15 ans après avoir commencé ce petit exercice d'observation dans le RER ou le métro, vous êtes happé par ce que vous y lisez, les impressions, les descriptions, les courtes histoires, mais aussi par le miroir qu'il vous renvoie de vous-même. Et c'est une image pas très agréable, celle d'un homme assez veule et lâche. Avant d'en venir à ces espaces confinés, une question sur la période actuelle. Vous, pour qui la mobilité, on l'a compris, est si importante dans le processus créatif, comment est-ce que vous ressentez la situation actuelle? Euh, L'univers s'est circonscrit à 1 kilomètre autour de chez moi. Je me suis mis à faire du jogging, moi qui déteste ça. Donc, ça va être une habitude que je n'aurai aucun mal à abandonner ensuite. Voilà, c'est l'avantage. Non, je le vis, je le vis bien, honnêtement. Ça, ça commence à me peser, mais voilà, il n'est pas de bon ton de se plaindre en ce moment. Est-ce que pour un écrivain, parce que finalement cette situation de se confiner pour écrire, je ne sais pas si ça fait partie de votre processus d'écriture habituel, mais on se dit assez facilement que pour un écrivain, c'est presque une aubaine, hein, en définitive. Oui, alors j'ai cette habitude de me confiner. Moi, je suis un écrivain d'appartement, je vis en région parisienne, donc j'ai coutume chaque année de demander gentiment à mon épouse et mes enfants de quitter les lieux. Ils partent voilà, en vacances et je récupère l'appartement et voilà, je me confine, je vis comme un ermite pendant une longue période. Et c'est devenu un rendez-vous que j'affectionne particulièrement. Je deviens une espèce de moine soldat. Je fais un repas par jour, je me couche à l'heure que je veux, je travaille et plusieurs heures, 10, 12 heures par jour parfois, c'est très très intense. Donc oui, le confinement est tout à fait, c'est une habitude, mais c'est une chose d'être confiné par choix et c'en est une autre de le subir. Dans le texte que vous avez écrit pour les Assises internationales du roman, vous dites: «Je préfère souvent l'image des choses aux choses elles-mêmes». En quelque sorte, vous résumez ça en disant: «C'est le tableau avant les individus». On a l'impression que c'est un peu tout ça aujourd'hui justement avec l'absence de contact, on n'a plus vraiment de relation aux individus et on ne vit plus qu'à travers des tableaux qu'on se dessine, qu'on se peint de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous partagez. Oui, alors j'ai tendance à dire un peu par provocation que on surestime l'observation du réel et l'observation des gens, parce qu'on a coutume de penser que l'observation est notre matière première, comme une forme euh, comme si la vie était une forme proto-artistique. Et que nous sommes des cannibales et qu'on puisait en permanence dans cette observation. Ce qui est vrai. Mais je pense que c'est un matériau qui est surestimé, un petit peu surestimé. Et moi, il y a cette pensée d'André Malraux qui
voilà, qui fait écho très, très fortement chez moi, qui est, lui, il dit, un peintre, puisque vous parlez de tableau, un peintre, c'est, avant d'être quelqu'un qui aime les paysages et les visages, quelqu'un qui aime les tableaux. Un peintre, c'est d'abord quelqu'un qui aime la peinture. Et comme vous le disiez, moi j'ai ce sentiment souvent de préférer l'image des choses aux choses elles-mêmes. Alors ça crée un rapport curieux au monde parce que je vais parfois préférer la description que donne un auteur d'une personne que la personne elle-même, par exemple. Ou moi j'écris par fidélité à mon plaisir de lire, et il n'est jamais aussi fort que lorsque, au détour d'une phrase, l'auteur a mis des mots sur quelque chose que j'ai toujours ressenti sans parvenir à l'exprimer. Et ça crée un rapport au langage qui est parfois même aliénant, parce que euh, le, euh, vous savez, il y a Jules Renard qui a cette phrase, moi, que je trouve incroyable. C'est une phrase qui a une puissance d'arrêt folle. Dans son journal, c'est le 14 juillet 1898, il dit cette phrase folle, il écrit: si vous m'annonciez la mort de ma petite fille que j'aime tant, et que vous utilisiez un mot pittoresque, je ne pourrais l'entendre sans en être charmé. C'est hallucinant, enfin, le rapport que ça induit au monde. Et bon, là, c'est poussé à l'extrême, mais je trouve que c'est très juste de sa part. Et ce rapport au monde, moi, il est, je suis dans un état de veille permanent. Euh, je vais, si vous voulez, me mettre à écouter une émission. Moi qui déteste conduire, je vais écouter une émission sur RMC qui s'appelle Votre Auto avec Jean-Luc Moreau. Parce que le type est un poète. Il parle de la voiture avec tellement de précision que ça en devient poétique. Il va vous dire, partant de Verglas, vous conduisez avec un œuf sous la pédale de frein. C'est sublime. Je vais lire avec passion le catalogue de Jeff de Bruges et utiliser le mot ballotin plutôt que le mot boîte de chocolat. Ça induit énormément de choses dans la beauté de la langue. On a déjà l'idée du petit paquet comme ça, enrubanné, pour offrir, qui ballotte comme un ballotin, voilà, au bout de son ruban. Je vais lire le dictionnaire avec passion aussi, et puis à l'entrée boire, je vais tomber sur cette phrase: un cheval qui boit les obstacles. C'est merveilleux de penser à utiliser le verbe boire pour un cheval. On a cette idée de la détente musculeuse, de l'obstacle franchi avec facilité, l'obstacle qui est presque niais. J'étais pigiste dans une autre vie pour un magazine que je vous recommande pour les professionnels du funéraire, qui s'appelle Funéraire Magazine. Et pareil, vous découvrez un univers incroyable, et les professionnels du funéraire vous disent cette phrase, alors excusez-moi, c'est un peu sordide, mais un cadavre cède ses liquides. Utilisez le verbe céder. Un cadavre cède ses liquides. C'est magnifique. Donc il y a un rapport au monde, oui, par le truchement des mots, bien plus que par l'observation du réel. En tout cas, je trouve qu'il le lire, moi, l'amour que je voue à Guy de Maupassant, Michel Tournier, plus récemment Maëlys de Kerangal, Nicolas Fargue, ils forgent, Virginie Despentes, ils forgent mon regard. Et donc, oui, il y a l'observation du réel, mais elle vient dans un deuxième temps. Ce regard a d'abord été forgé par la lecture. Et
pourtant, votre dernier roman, je le disais, Le courage des autres, est un exercice d'observation. En tout cas, il part d'un exercice d'observation. Vous êtes dans le métro ou le RER, dans les transports en commun en tout cas, et vous glanez comme ça des petits moments de vie, des conversations, mais aussi des situations. Et il y a toute une réflexion sur on va appeler presque la dialectique de l'observateur et de l'acteur, c'est-à-dire vous êtes en position d'observateur et finalement, quand vous vous relisez, c'est une position qui vous déplaît véritablement parce que jamais vous ne semblez agir sur ce qui vous entoure. Et alors, on se demande, en tout cas en tant que lecteur, si il y a une grande insatisfaction, l'insatisfaction de l'écrivain qui finalement a une action. Vous avez le sentiment d'avoir une action bien peu importante sur ce matériau du réel que vous retranscrivez. Vous faites des micro-fictions, hein, c'est pas un documentaire que vous nous livrez, mais voilà, c'est un peu cette insatisfaction et que vous assimilez à la lâcheté. C'en est. C'est de la lâcheté parce que, et c'est ce qui me trouble en relisant cette moisson de notes dans ce que j'appelle mon herbier qui était dans l'étagère là-bas, dans lequel je glissais après mes trajets dans les transports en commun, les notes que j'avais prises. Et puis un jour, comme vous disiez, j'ouvre cet herbier, j'ai le nez dedans et je suis happé. Alors, je suis happé d'abord parce que il m'est arrivé en 15 ans, c'est long 15 ans, des choses incroyables. Et aussi parce que, comme vous le disiez, ça me renvoie à une image de moi-même qui est difficile à affronter, qui est en effet l'image de quelqu'un de passif, de lâche, qui est dans une position de spectateur, qui se retranche presque derrière son papier, derrière l'écriture, derrière l'observation, là où les situations le sollicitaient. Je ne suis pas intervenu bien des fois par peur. Et j'ai préféré consigner, croquer sur le vif, c'était presque une arme de défense, les scènes auxquelles j'assistais. Mais à l'inverse, je voyais des hommes et des femmes euh, redresser la tête, aller au contact, ils osaient intervenir, prendre la parole, s'interposer. Et moi, je tombe à genoux, si vous voulez, devant les gens qui sont capables, justement, de oui, venir au secours et prendre leurs responsabilités, ne pas se comment dire, se dédouaner par du fait de la présence d'autres témoins. Euh, ils y allaient. Et donc, j'ai voulu leur rendre hommage dans le courage des autres. Alors, euh, il y a deux temps, parce que vous doutez bien que j'écris ça sur un bout de papier, c'était un foutoir innommable, j'écrivais ça sur le dos d'enveloppe, des feuilles pliées en quatre, des bouts de carton, c'était un millefeuille. Et ensuite, il y a eu un deuxième travail, parce qu'on n'est pas euh, dans, ce ne sont pas des instantanés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail pour donner cette impression euh, d'y être. Y a toute une réécriture, c'est une construction littéraire. Je triche au sens artistique du mot. Hein. J'appelle ça un herbier. C'est aussi parce que je triche, par exemple, avec la chronologie. Je vais taire certains événements et j'en retiens d'autres. Donc, il y a un filtre. Ma mémoire me fait défaut par moment, j'ai pas pensé à tout noter, donc je brode un peu, je campe le décor, donc je construis tout ça, et puis il y a surtout quelque chose qui est très troublant, c'est que à partir du moment où vous commencez à raconter, euh, vous êtes dans un processus fictionnel, même quand votre matériau est le réel. C'est-à-dire que vous entrez dans un processus qui est celui du récit, de la narration, avec même à l'échelle, comme vous disiez, ce sont des micro-fictions, à l'échelle d'un paragraphe, parce qu'il y a des chapitres qui font une ligne ou une demi-page, ben vous avez malgré tout un début,
enfin, ce qu'on appelle une exposition, un conflit, et puis une résolution. Et dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de début ni de fin, tout s'entremêle tout le temps. Donc c'est aussi une construction. Pourquoi est-ce que les transports en commun constituent, selon vous, une porte ouverte particulière sur le réel? Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'est malgré tout un choix, même si on ne choisit pas quand on vit en région parisienne forcément de prendre les transports en commun, mais ou plutôt on préférait choisir de ne pas les prendre très souvent. Et en même temps, voilà, on voit que vous y trouvez une porte particulière ouverte sur le réel. Qu'est-ce qui se joue là, à cet endroit précis? Tout le monde se croise dans les transports en commun. C'est le dernier endroit, j'ai l'impression, où c'est possible. C'est-à-dire que l'humanité tout entière se donne rendez-vous dans ses trajets quotidiens. Vous avez des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des Parisiens, des provinciaux, des Français, des étrangers, des voyous, des gens bien. Tout le monde est là. Et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on se côtoie. Et alors, moi, je fais une comparaison avec le service militaire. Je, je n'ai pas, moi, je suis né en 1979, je n'ai pas fait mon service militaire, mais je n'ai même pas fait mes 3 jours, je n'ai même pas fait la journée d'appel à la défense. C'est une année blanche dans l'histoire militaire. Les conscrits de 1979 n'ont rien eu. Eh bien, je me demande si le métro n'a pas été mon service militaire d'une certaine façon. Vous savez, vous l'avez fait, vous, votre service Moi, je suis né en militaire? 1980, donc je suis la première génération à avoir fait ma journée d'appel à la défense. Vous voyez, il n'y avait que les Voyez, garçons. vous auriez pu Mais en y effet, échapper. ça a été malgré tout une expérience voilà, aller en dehors de Paris, dans une caserne, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et ben, pour beaucoup de gens le disent, que ça a été l'occasion d'un brassage. Des gens qui, alors c'est pas votre cas, j'imagine, mais qui prenaient parfois le train pour la première fois, qui quittaient leur région pour la première fois, qui quittaient leur environnement familial. Donc, dans le service militaire, il y avait ça, il y avait une idée d'un brassage euh, géographique et social, puisque on disait que bah, le fils du patron rencontrait le fils de l'ouvrier et que ça créait des liens, se retrouvait voilà, à faire les mêmes exercices dans la boue, à laver les chiottes ensemble et à détester le même sous-officier. Et bah, finalement, ça a disparu, mais bah, les transports en commun le permettent encore. Alors, les situations exceptionnelles comme celles que nous vivons en ce moment, on a l'habitude de dire que ce sont des révélateurs de l'humanité, des révélateurs des courages et des lâchetés, justement. À vous lire, on a l'impression soit que c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que l'ordinaire, le plus ordinaire, ce qu'on prend tous les jours, les transports en commun, peuvent être aussi des tels révélateurs, ou alors c'est que vous considérez que ce sont aussi c'est un peu un lieu extraordinaire malgré sa banalité ou sa quotidienneté. Qu'est-ce qu'il faut en croire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Euh, j'ai pas compris si vous parliez du confinement, le fait d'être confiné chez soi, ou les transports. Non, bah, je parlais un peu des deux, justement. C'est-à-dire, alors, je vais reprendre. La situation qu'on vit en ce moment, le confinement, Ouais. on dit que c'est un révélateur des lâchetés ou des solidarités ou des penchants plus ou moins avouables de l'humanité. Et voilà, on a tendance à se dire c'est dans ces situations exceptionnelles qu'on voit qui sont vraiment les gens. Mmh. Or, vous avez fait de ce matériau qui est le plus ordinaire, le quotidien, des situations aussi tout à fait extraordinaires et tout à fait révélatrices à la fois des caractères de ceux que vous croisez et de votre propre caractère. Et donc, finalement, l'ordinaire est tout aussi révélateur que l'extraordinaire. Mmh, 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 mmh. Alors, j'avais pas fait le parallèle encore, et c'est très pertinent. En effet, pendant le confinement, on voit plutôt le meilleur des gens pour l'instant, hein. On voit, je dis pour l'instant, c'était peut-être un peu pessimiste de ma part, peut-être que s'il avait duré plus longtemps et si ça avait été plus dur. Vous savez, il paraît qu'il y a une autonomie alimentaire de 3 jours dans les métropoles seulement, hein. Donc, il n'y a pas eu de disette. Il faudrait très peu de temps finalement pour que certaines faces de la personnalité des gens se révèlent. Donc,
Euh, bon, voilà, ça a duré finalement assez peu de temps, mais on voit bien que des personnalités très positives se révèlent. On voit aussi comment il y a une vraie bienveillance des uns envers les autres. Moi, je prends des nouvelles euh, auprès de gens que je n'avais pas contactés depuis longtemps, et à l'inverse, on me demande de mes nouvelles. Ça resserre les liens. Donc il y a quelque chose de l'humanité se donne à voir, je trouve, sous un très beau jour, sans parler évidemment de tous les soignants, de tous ceux qui font tourner le pays, et dont enfin on mesure la valeur, et pour lesquels on entend parler de revalorisation salariale. On entend régulièrement, et tant mieux, j'espère que ce sera suivi d'effets. Euh, le parallélisme, il est très juste, parce que dans ces mouvements pendulaires dans les transports en commun, la société qui se donne rendez-vous tous les jours pour ses trajets quotidiens, eh bien, elle se révèle aussi. Et elle donne à voir le pire, mais aussi le meilleur. Et je crois que c'est Le courage des autres, c'est un livre optimiste pour cette raison, c'est que il se trouve toujours, en tout cas dans mon expérience, il se trouve toujours quelqu'un dans ce pire pour la relever tout entière, cette humanité, cette société. J'ai toujours vu quelqu'un sortir du rang, et Dieu sait que c'est difficile de prendre la parole dans les transports en commun, de sortir, voilà, et aller au secours de la personne qui était agressée, euh, ou tout simplement dénoncer une incivilité. À l'issue de ce livre, après la rédaction de ce livre, quel rapport diriez-vous vous entretenez avec l'incertitude? Parce que, alors, on l'a compris, c'est pas une démarche, il ne s'agissait pas pour vous de mener une démarche sur 15 ans volontaire, dans l'idée forcément d'écrire un livre, ou peut-être vous allez me dire le contraire, qu'il y avait toujours dans un coin de votre tête l'idée d'écrire un livre, mais il y a aussi une façon comment dire, d'avoir une certaine relation à l'incertitude quand on écrit ces moments qui surgissent et quand ensuite on en fait un livre. Alors, moi, je ne savais pas du tout que j'étais en train d'écrire un livre en l'écrivant. Euh, c'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive. Alors après, il y a eu cette construction dont on a parlé, le fil rouge du courage, euh, qui n'était pas là au départ, que j'ai tiré dans cette moisson de notes. Euh, pour vous répondre très, très, très personnellement, à titre voilà, moi, mon histoire familiale, mon éducation fait que je suis, hélas, d'une certaine façon, pathologiquement épris de stabilité. Tout dans ma vie, pas tout, mais vise à limiter l'incertitude, que ce soit l'incertitude affective, financière. Je suis comme ça, peureux d'une certaine façon, inquiet face à l'avenir. Donc j'essaie toujours de limiter cette incertitude-là. Et dans les transports en commun, on ne la maîtrise pas. Donc il y a une prise de risque. Moi, j'ai toujours un petit pincement, papillon dans le ventre. Ça dure quelques secondes, mais quand je descends dans la bouche de métro, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est l'aventure en bas de chez soi, les transports en commun. Et finalement, mes risques, je les prends dans la création, pas dans ma vie matérielle, mais ce sont des risques voilà, créatifs.